On va donc conclure cette session sur les orientations sexuelles avec deux interventions. La première de Brigitte Laumont, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je répète pour les retardataires que Brigitte est sociologue au CNRS, qu'elle travaille depuis de nombreuses années sur les questions des orientations sexuelles et des questions de violence et santé, et qu'elle a participé à l'enquête sur la sexualité des jeunes en 95 et à l'enquête en VEF également, et qu'elle a publié beaucoup d'articles sur ces questions. Après l'intervention d'un quart d'heure montre en main de Brigitte, nous aurons une intervention d'un quart d'heure montre en main de Marc Lipinski, qui est vice-président du Conseil régional chargé des questions de recherche. Et ensuite, nous aurons le plaisir de nous retrouver autour d'un verre de jus d'orange ou whisky. Un certain nombre d'éléments que j'aurais voulu souligner, tels qu'ils sont apparus dans diverses interventions ou dans ma lecture de l'ensemble des textes qui annonçaient cette réunion. D'abord, la première, la notion autour de la conjugalité. On constate dans les enquêtes que les homobisexuels, hommes comme femmes, sont toujours moins en couple, que ce soit en couple cohabitant ou non, que les personnes strictement hétérosexuelles. Puisque c'est la dernière enquête qu'on cite le plus souvent, je vais vous donner les résultats de Contexte dans la sexualité en France. 43% des hommes et 37% des femmes qui se déclarent homo ou bi ne sont pas dans une relation de couple au moment de l'enquête. C'est-à-dire près de la moitié et un très gros tiers. Ce qui m'amène à ce qui a été beaucoup soulevé dans la première table ronde, mais aussi évoqué dans la seconde, qui est la question du Pacs, la revendication du mariage, et plus généralement la question des droits. Alors sur la question des droits, j'aurais voulu, dans un premier temps, différencier ce qu'on appelle les droits à, car le mariage c'est le droit au mariage qui est demandé par les associations qui LGBT, j'oublie pas Q, voilà, il y en a toujours un qu'on oublie. Et les droits les droits des femmes, les droits des homos, sachant qu'il y a eu, je ne vais pas revenir là-dessus, mais au moment du Pacs, il y avait une tentation, droit des femmes versus droit des homos, parité versus Pacs, sur est-ce que tout ça a été compatible. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc les droits, c'est avoir accès à quelque chose qui vous est refusé. Qui est refusé à tous, comme l'avortement avant 75, c'était refusé à toutes les femmes, puisque c'était les seules qui étaient enceintes. À certaines personnes en fonction de caractéristiques légales, par exemple, le vote des étrangers hors Europe est toujours interdit, ou refusé dans certaines relations. C'est-à-dire, c'est bien le mariage entre deux personnes de même sexe qui à l'heure actuelle est refusé, mais les homosexuels ou les lesbiennes, en tant qu'individus, ont bien le droit de se marier, à condition qu'elles épousent, elles ou ils épousent une personne du sexe opposé. Donc, on a là une tension entre un droit à, mais qui là est déterminé par la relation, et non pas un droit de, en tant qu'homosexuel, qui est normalement là un droit attaché à l'individu, et non pas au couple ou à la relation. Ce qui m'amène à la question qui, je pense, n'a pas été prise en compte convenablement, qui a été soulevée par Monique Dantal à la fin de la première intervention, c'est la question du mariage. C'est-à-dire que le mariage dans l'analyse féministe, c'est le lieu de l'exploitation, je le fais vite, le lieu de l'exploitation du travail gratuit des femmes,
Ça, Engels le disait déjà quand il disait que dans le mariage, la femme est l'esclave de l'homme, dans l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Mais c'est aussi son exploitation physique et psychique, au sens des soins et du soutien aux dépendants. Quelqu'un parlait du sport tout à l'heure et de la virilité dans le sport. Donc, soins aux dépendants jeunes ou âgés, on en fait même une catégorie de l'action publique à l'heure actuelle, et aussi, quant à l'exploitation physique, la notion de devoir conjugal qui certes a été supprimée, mais je voudrais rappeler quand même que si on a une vision un peu historique, dans les années 50, le mariage, dans tous les aspects légaux, signait l'infériorisation des femmes. Donc la question de penser le mariage, alors tout de suite pour qu'il n'y ait pas, je crois qu'il n'y a pas de débat après, mais quand même, je n'ai rien contre le mariage gay et lesbien. Je n'ai rien contre le Pacs. Mais j'ai beaucoup de questions et de tristesse dans l'oubli à l'heure actuelle d'un certain nombre d'analyses et de revendications autour de l'inégalité à l'intérieur du couple. L'inégalité entre les hommes et les femmes est socialement structurelle. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a pas aussi, par des effets de niveaux sociaux, par des effets d'éducation, par des effets de revenus, des inégalités entre gays ou entre lesbiennes qui souhaiteraient se paxer ou se marier. On peut être divorcé ou sorti d'un pax, et les femmes divorcées, et on peut le voir là dans toutes les enquêtes, savent combien leur niveau de vie, à un moment donné, leur droit même à la sécurité sociale, pardon, je m'en casse la voix, à la sécurité sociale, je veux dire, faire dépendre les droits fondamentaux dans notre pays d'une relation avec quelqu'un qui vous aime ou non, me semble ce qui a été profondément oublié dans tous les débats sur le Pacs et sur le mariage. Alors on nous dit c'est symbolique. Je veux bien, mais si on est un peu en droit français, je regrette que Karine Mécari soit partie. Je veux dire, le mariage c'est aussi un contrat, et un contrat qui régule des droits et des devoirs. C'est pas que symbolique, on est aussi, le mariage produit des devoirs, mais produit aussi une série d'avantages. Le Pacs aussi. Dans l'imposition, dans l'accès à éventuellement la sécurité sociale du conjoint, qui éventuellement et de sa mutuelle, qui est mieux que la couverture maladie universelle. Et on va pas me dire que là, avoir ou ne pas avoir la sécu entre deux partenaires de Pacs ou de mariage, avoir ou ne pas avoir la complémentaire du conjoint, ne pas avoir le même niveau de revenu, ça ne pose pas question. Donc qu'il n'y ait plus aucune réflexion sur le fait que les droits individuels se mettent à devenir des droits de couple, et qu'on ne mette pas en question le fait que les droits les plus élémentaires dépendent de si quelqu'un vous aime assez pour vous épouser ou pour vous prendre comme partenaire de Pacs, me semble un point aveugle énorme dans l'ensemble des discussions sur les droits. Ça, c'était pas une synthèse, c'était, je pense, un point de vue. Non, mais je veux dire, ça me semble très très important à soulever parce que jamais il y a eu et dans tous les débats qu'il y avait au moment où on parlait, 5 minutes, au moment où on parlait du CUS, je veux dire là au moins c'est bon. L'autre chose qui a été dite par différentes personnes et sur lesquelles je pense qu'il faut vraiment revenir, c'est qu'il faut penser les rapports entre les sexes pas uniquement dans l'hétérosexualité, ce que le féminisme a tenté et tente de faire. Que les rapports entre les sexes s'expriment dans la sphère privée mais aussi dans la sphère publique,
et que dans la sphère publique, il s'exerce entre les gays et les lesbiennes, en particulier dans l'accès aux moyens, dans la structuration des groupes, dans le choix des luttes politiques. Et s'il n'y a pas eu, j'ai retrouvé un texte en préparant un petit peu mon intervention qui date de 89, à une Gay Pride de 89, où je soulevais déjà l'absence totale de solidarité des structures gays qui avaient vraiment des moyens, que ce soit dans la presse ou ailleurs, aux initiatives, qu'elles soient de presse ou de groupe, qui étaient menées par les lesbiennes. Et que l'homosexualité ne met pas miraculeusement les individus concernés en dehors de leur position sociale, en tant qu'homme ou en tant que femme. Sur la visibilité, il est clair que l'homosexualité masculine est plus visible, et elle a été, dans l'histoire, beaucoup plus condamnée. Dans de nombreux pays, même si, et là je le répète, elle n'a jamais été, en tant que telle, criminalisée en France depuis le Code Napoléon. Ce dont il était question, c'était de la protection de l'enfance, mais pas d'une criminalisation de l'homosexualité en soi. Et je pense très important de le dire si on veut savoir sur quoi on lutte. Je voudrais rappeler une chose qui n'a pas vraiment été dite, c'est que le contrôle social qui pèse sur l'ensemble des femmes, dont la contrainte à l'hétérosexualité, les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans les enquêtes, même quand elles se disent lesbiennes, à avoir des partenaires hommes que ne le sont les hommes qui s'identifient comme gays. Et ça, on le retrouve dans toutes les enquêtes étrangères. Et que le contrôle social qui pèse sur les femmes et qui pesait déjà dans les législations qui condamnaient exclusivement l'homosexualité masculine, ne nécessite pas forcément qu'il y ait une condamnation juridique particulière. Sur le travail, je voudrais rappeler que ça, je crois que c'est un domaine sur lequel il y a très peu de travaux universitaires ou de recherche sur cette question du travail. Ça a commencé à se développer un petit peu au Québec. Je pense en particulier aux travaux de Lynn Chamberlain ou au travail de quelqu'une qui vit en France mais prépare sa thèse au Québec et qui est Vanessa Vatremetz. En fait, la question sur le secret, c'est plusieurs intervenants de la deuxième table ronde ont bien insisté et l'ensemble des lignes d'écoute le disent. Je pense qu'il faut vraiment lire depuis des années les rapports de la ligne Azur parce que c'est un peu dur à lire, mais c'est extrêmement éclairant. Sur comportement et identité, je pense que dans le travail d'enquête, entre autres, quand on analyse les données d'enquête sur la sexualité, par exemple, ou d'autres enquêtes, c'est sûr qu'on ne fait pas un binarisme homo-hétéro dans un truc simple. De toute façon, c'est qu'il est assez rare, sauf dans la dernière enquête, et bravo à eux, mais d'avoir assez de personnes pour ne pas mettre ensemble tous les gens qui ont eu des rapports homo. Je pense que dans la réalité sociale, des individus qui ont des rapports homosexuels et des gens qui s'identifient comme homo et lesbiennes, ça ne donne pas la même chose, ne serait-ce que d'ailleurs parce que les premiers, même si ça peut être dur, et ça l'est, à l'adolescence ou comme jeune adulte, mais il y a des formes d'insertion dans des groupes, dans des communautés, ne serait-ce qu'à travers, surtout pour les hommes d'ailleurs, la drague, qui les amène à fréquenter des lieux de socialisation. Conclusion, merci. Je pense qu'il faut à la fois tenir compte du fait que les comportements ne recouvrent pas ce que dit l'identité, et du fait que si on n'a que des comportements à se mettre sous les yeux, sous la dent ou sous l'esprit, et qu'on ne réfléchit pas aussi en termes de perception de soi par les individus et de manière de se nommer, on passe à côté de la question. Et la conclusion dernière serait surnommer la lesbophobie. Sur le fond, je peux être assez d'accord, même si je partage pas la volonté d'abandonner l'universel. Mais j'aurais envie de dire que peut-être il serait beaucoup plus intéressant de se centrer sur la structure sociale et les acteurs sociaux qui sont à l'origine
des discriminations et parler d'hétérosexisme plutôt que de parler d'homophobie ou de lesbophobie, parce qu'ainsi, on n'est pas dans une vision psychologique. Je suis désolé, phobie, c'est homophobie, ça a une histoire comme hétérophobie dans les échelles de psychologie sociale. On a repris ce terme sans trop réfléchir, je pense. Et du coup, c'est ceux qui supporteraient pas les homos, mais on oublie que ce n'est pas tant les gens qui ne supportent pas les homos qui posent problème, mais la structure sociale et l'hétérosexualité comme institution sociale et pas comme choix personnel qui pose véritablement Le question. 28 septembre dernier, j'avais l'honneur d'ouvrir vos deuxièmes assises, les assises de l'Institut Émilie du Châtelet, et que pour cette clôture, je suis très content d'être à nouveau à vos côtés. Vous dire que c'est peut-être la dernière fois que j'interviens dans un événement de l'Institut Émilie du Châtelet, avec ma casquette de vice-président du Conseil régional, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et je souhaitais saisir cette occasion pour faire un petit bilan de ces 5 années et demie écoulées. Alors, vous le savez peut-être, mais c'est assez récemment que la région a décidé d'investir vraiment un certain nombre de thématiques en matière de recherche. Et avec Jean-Paul Huchon, à la tête du Conseil régional, nous avons estimé et convaincu nos collègues qu'il était essentiel de soutenir la recherche et son rôle dans la société. La propension de beaucoup à penser que la recherche concerne essentiellement les sciences exactes, éventuellement les sciences biologiques, nous ne la partageons pas. Et nous avons essayé de faire en sorte que les sciences humaines et sociales ne soient pas oubliées. Pour nous, avec les sciences humaines et sociales, il s'agit bien sûr d'interroger le passé, comprendre d'où nous venons, comment les choses se constituent, et aussi préparer l'avenir et imaginer comment on peut améliorer les choses, les sociétés, préparer un futur soutenable. Alors la politique de recherche que j'ai contribué à mettre en place depuis 2005 essaye de porter cette ambition. Et nos éléments essentiels de cette politique, ça a été ce qu'on a appelé les DIM, les domaines d'intérêt majeur, et puis quelque chose que j'ai contribué à créer, qui s'appelle les partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation, les PICRI. Pour ce qui concerne la politique des DIM, domaines d'intérêt majeur, donc qui reçoivent l'essentiel, non pas l'essentiel, mais une petite moitié des crédits de mon budget recherche. Il s'agissait donc de labelliser des thématiques qu'on estimait prioritaires en accordant aux acteurs de la recherche francilienne sur ces thématiques des financements pluriannuels qui permettent de faire et de l'investissement et du fonctionnement, à condition que ces acteurs se structurent en réseau. Alors je ne vais pas vous décrire les 14 DIM que nous avons créés au cours de la mandature, mais il y en a un qui vous intéresse particulièrement puisque c'est le domaine d'intérêt majeur qui est porté par l'Institut Émilie du Châtelet. Je vais y revenir. Il y a aussi donc cette autre innovation qui a été la création des PICRI, des partenariats institutions citoyens pour la recherche et l'innovation. C'est une politique qui permet à des associations et à des chercheurs académiques qui travaillent de concert d'élaborer des projets et de les mener, de les mettre en place avec un soutien de la région. J'ai souhaité que ces dispositifs de la politique régionale puissent contribuer à alimenter, à faire que les chercheuses et les chercheurs de cette région puissent explorer un certain nombre de thématiques que nous avons estimées comme importantes. Et l'une de ces thématiques, c'est les questions de genre qui, dans le contexte académique, sont souvent
trop souvent mal portée, en tout cas au niveau national. C'est pour ça qu'à un moment assez précoce de la mandature, j'ai proposé aux élus régionaux de créer le DIM problématique du genre et d'aider à la constitution de l'Institut Émilie du Châtelet, qui, comme vous le savez, vise à fédérer, faire connaître les recherches franciliennes dans ce domaine. L'actualité récente fournit, hélas, un triste exemple de la nécessité de travailler encore et toujours sur ces sujets. Du côté économique, on ne constate pas vraiment d'évolution sur la place des femmes dans les strates dirigeantes. Faudra-t-il, là aussi, imposer des quotas pour leur présence, par exemple, dans les conseils d'administration? C'était une question qui avait été abordée lors des assises 2008 de l'Institut Émilie du Châtelet. J'espère que c'est une question qui pourra devenir d'actualité en France après que d'autres pays comme la Norvège ou l'Espagne ont institué ces quotas pour les conseils d'administration des grandes entreprises. Autre sujet d'actualité brûlant et sur lequel je ne veux pas m'étendre, mais quand même, les polémiques autour de Roman Polanski, Frédéric Mitterrand, dont beaucoup ont été assez nauséabondes de mon point de vue. Il faut dire que, alors que la France s'est dotée d'une législation égalitaire, favorable à la maîtrise de leur corps par les femmes, par exemple, en matière de contraception et d'avortement, l'actualité des derniers jours continue à relativiser ces grands principes tels qu'ils sont énoncés. Le centre IVG de l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement, a fermé ses portes au mois de juillet dernier. Après l'hôpital Brousset, dans le 14e, Jean Rostand, Ivry-sur-Seine, après que dans le département de Seine-Saint-Denis, la moitié des 25 centres d'IVG qui existaient ont été fermés. C'est donc un nouveau centre qui a fermé, alors que 25% des avortements français sont réalisés dans cette région. Les conditions d'accès, de prise en charge ne cessent de se dégrader. Et je pense que c'est clair que les conséquences de cette politique sont dramatiques. Avant-hier, nous étions un certain nombre, sans doute pas suffisamment nombreux, à battre le pavé des grands boulevards pour la manifestation nationale pour le droit des femmes. Si on peut le regretter, il nous faut à nouveau nous battre pour des droits qu'on estimait avoir conquis définitivement il y a bientôt 40 ans. Dans les années 70, j'étais jeune étudiant en médecine, je travaillais avec le MLAC pour obtenir ce qu'on appelait l'avortement libre et gratuit et le droit des femmes à disposer de leur corps. À nouveau, on voit bien qu'il y a besoin de mobiliser les troupes, et en particulier la jeunesse, parce que cette bataille, comme d'autres, sont à nouveau à mener. Je souhaite aujourd'hui saluer les membres de l'Institut Émilie du Châtelet qui ont porté au cours de ces années ces activités, qui ont contribué à créer l'Institut et qui le font vivre. Le thème choisi pour les assises 2009, égalité des sexes et des sexualités, participe clairement à l'actualité et à l'évolution des mentalités dans cette société. Je crois que s'il est essentiel d'avoir le courage de prendre la rue, d'occuper des locaux, il est non moins essentiel de promouvoir la réflexion, la connaissance et la recherche en général sur ces questions. C'est clairement ce à quoi s'attache l'Institut Émilie du Châtelet et cette thématique labellisée comme domaine d'intérêt majeur par le Conseil régional d'Île-de-France. En 2009, la région a alloué à l'Institut 858 000 €, une subvention qui permet de participer, d'organiser des colloques, de traduire Sexing the Body, l'ouvrage d'Anne Fausto-Sterling, de financer des thèses, d'ouvrir un café de l'égalité homme-femme. Je pense que ça va bien avec l'ambition que nous avons affichée et que nous essayons de rendre réelle, de faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas tout. L'épicerie, je vous en ai dit un mot. Ce deuxième dispositif dont je parlais en introduction, qui permet à des laboratoires et à des associations de mener ensemble des projets de recherche. En 2006, par exemple, la région a octroyé 50 000 € par an pendant 3 ans pour un programme de recherche qui associe un laboratoire de l'Université Paris X Nanterre,
le Centre de recherche, éducation et formation et l'équipe, plus spécifiquement savoir et rapport au savoir, donc qui associait ce laboratoire à l'association Femmes et Mathématiques, deux structures qui ont monté un partenariat pour un travail de recherche sur les relations entre filles et garçons en cours de maths, français, physique et technologie, collaboration, compétition ou indifférence. Tous les niveaux de la société doivent en effet être interrogés pour appréhender les enjeux de la parité, mais aussi les freins et obstacles qui la contraignent. Ce qui se passe sur les bancs de l'école est à cet égard bien souvent extrêmement instructif. Autre exemple, en 2006, à travers un autre dispositif, la région finançait une thèse traitant de la prise en compte du genre dans les mises en application des politiques d'éducation à la sexualité au collège, thèse menée au sein de l'Observatoire sociologique du changement à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Ce ne sont là que quelques exemples, mais je pense qu'ils illustrent le volontarisme politique dont la région a fait preuve les années écoulées. Alors, avant de conclure, je serai en avance sur le temps qui m'est imparti. Permettez-moi de faire un vœu, le vœu que le Conseil régional puisse continuer à œuvrer en ce sens, le vœu qu'après 2010, pourquoi 2010 ? Le soutien à la recherche sur les femmes, le sexe et le genre sera renouvelé par les prochains élus régionaux. J'espère pouvoir en être à vos côtés et célébrer avec vous les 40 ans du MLF, mais aussi peut-être ouvrir les 3e assises de l'Institut Émilie du Châtelet. Être féministe aujourd'hui, voilà une belle affirmation. Soyons donc féministes aujourd'hui, comme hier et comme demain. Merci beaucoup.